encore un peu plus sur le marché action avec Delphine Arnaud, qui est à nos côtés aussi en plateau pour cette édition de la mi-journée, gérante multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Delphine. Bonjour. On n'est pas à l'abri que le mois d'octobre soit un mois positif pour les indices actions en Europe et peut-être aux États-Unis également. Comment on explique cette résilience, voire cette tentation de rebondir qu'on observe aujourd'hui sur les marchés actions? On a plusieurs éléments. Tout d'abord, sur les craintes du marché qui peuvent être un peu apaisées. Notamment, on avait peur que l'inflation overshoot à la hausse. Et on a pas mal d'éléments qui nous laissent penser que l'inflation pourrait, au moins dans sa partie transitoire, reculer un petit peu. Donc ça fait baisser la pression également sur les taux d'intérêt. On voit les taux d'intérêt longs qui se replient un petit peu. Et puis, on était arrivé à des valorisations extrêmes et des mouvements de dégagement de portefeuille, notamment des fonds de pension anglais, qui laissaient aussi des opportunités d'achat à bas. À bon compte, oui, très bon compte même peut-être pour certains types d'actifs. Ouais. Voilà, donc ça a permis, de se repositionner un petit peu à l'achat dans les portefeuilles, notamment sur les actions européennes, c'est là où les valorisations sont les plus basses, et c'est là où la Banque Centrale Européenne est aussi la moins encline à en faire trop sur son cycle de resserrement monétaire. La Banque Centrale Européenne, en fait, elle doit monter les taux, non pas parce qu'elle a une demande qui serait en surchauffe, c'est pas le cas, mais plutôt parce qu'en fait, elle a un problème d'inflation énergétique. Et si on voit l'inflation énergétique rebaisser avec le prix du gaz, finalement, ça lui laisse plus de marge de manœuvre pour ne pas faire toutes les hausses de taux qui sont pricés par les marchés. Aujourd'hui, à horizon juillet prochain, les marchés attendent un taux terminal à 2,80. Ça nous semble un peu beaucoup, et si elle pouvait en faire moins, je pense qu'elle en ferait moins. Ouais. Est-ce que, encore une fois, sur la partie action notamment, est-ce qu'on garde en tête quand même ce qui s'est passé cet été, c'est-à-dire à la fois le côté très positif, le rebond qu'on a pu avoir sur 5-6 semaines entre juillet et mi-août, rebond qui a été d'une violence extrême, d'une vitesse très très importante, mais qui s'est terminé, et c'est la seconde partie de l'histoire, qui s'est terminée quand même dans la douleur avec une nouvelle purge qui nous a amené sur les points bas qu'on connaissait encore fin septembre ou début octobre. C'est un schéma dont on se dit qu'il risque de se reproduire à nouveau là, sur ce court terme, ou est-ce que l'histoire peut être un peu différente cette fois ? Alors en fait, les marchés actions, ils ont toujours trois raisons de baisser. La première, c'est que les taux d'intérêt réels ont beaucoup monté, et donc il faut revaloriser tous les actifs. Les actions ne sont pas exemptes. On pense que l'essentiel du chemin a été fait, sauf si l'inflation venait à surprendre encore à la hausse, qui est moins notre scénario aujourd'hui. Donc ça, on a plus de conviction à ce stade sur le fait que l'inflation va arrêter de surprendre à la hausse, peut-être dans les prochains mois. Oui, en fait, cette inflation, donc il y avait toute la problématique de la supply chain, de l'énergie, et puis aujourd'hui, la focale, notamment aux États-Unis, c'est sur les loyers. Mais en fait, quand on regarde des données plus haute fréquence, des publications de sites internet qui agissent sur le marché du loyer, eux voient une baisse des loyers, donc ça laisse entrevoir une moindre pression. Et donc le premier choc sur les actions, c'est cette histoire de taux réel. Le deuxième choc, ça ne concerne pas toutes les actions, ça concerne les actions les entreprises qui ont beaucoup bénéficié d'un super cycle, un mini super cycle du Covid. Et donc on pense bien sûr à Netflix parce que les gens étaient chez eux, mais en fait il faut regarder également des actions comme Google qui ont vu leur croissance des ventes aller jusqu'à 40%, alors que ce sont plutôt des entreprises méga cap tech qui arrivait sur une phase de maturité. Donc, normalement, on n'anticipait pas une réaccélération des ventes. Et en fait, ça, le marché, il va falloir qu'il prenne acte du fait que ce n'était qu'un super cycle, un mini super cycle,
et Google va revenir sur des croissances plus raisonnables. C'est ce qu'on commence à voir avec les résultats, effectivement. Et c'est ce qu'on a vu avec les résultats du Q3 hier soir. Pareil pour Microsoft, mais dans une moindre mesure. Donc Microsoft avait vu ses ventes accélérer à plus 20. Bien évidemment qu'on va devoir revenir sur du plus 15. Et ça ne se valorise pas avec le même PE 40 de croissance. Et donc on a eu un cycle de super profits. Google, pendant le Covid, a doublé ses profits, ses EPS en 2021. Il faut qu'on revienne sur quelque chose de plus normalisé. Voilà. Et le troisième choc sur les actions, c'est la récession qui arrive devant nous. La plus attendue de l'histoire. La plus attendue la plus souhaitée même, peut-être, diront certains. Mais si on c'est pas une surprise. Mais si on dit qu'en fait, on a déjà pricé l'effet des taux réels, qu'on n'a pas encore pricé complètement pour les méga caps le retour à de la normalité, ça veut dire qu'on n'a pas du tout pricé encore la récession. Les EPS aux États-Unis ont été révisés à la baisse sur le Q3 au cours des tout derniers mois. Ça nous semble encore pas suffisant. Par exemple, sur Google aujourd'hui, tous les analystes étaient à l'achat. Il n'y en avait que 4 qui étaient en hold, donc neutre, et aucun à la vente. Donc, il y a encore des biais. Il y a encore des biais très forts. Voilà, je pense que la récession n'est pas encore dans les cours. Et des entreprises comme Google, Google ou Microsoft, ce sont des entreprises qui sont cycliques et qui sont tributaires des dépenses des entreprises. Donc, la dépense bien sûr. de publicité pour Google ou des dépenses des dépenses informatiques pour les entreprises. Après, nous, on reste confiants dans ces entreprises-là. On veut juste attendre de les acheter au bon prix. Et aujourd'hui, pour l'instant, on n'y est pas. En fait, on reste confiants parce que les résultats d'hier nous l'ont prouvé. Sur le cloud, qui est une tendance séculaire qu'on aime bien, ils n'ont pas déçu. Non, c'est encore 40% de croissance chez Azure, je crois, chez Microsoft. On parle quand même, 40% de croissance pour un business qui a atteint une taille considérable. Si on dit un mot des devises, Delphine, c'est intéressant parce que depuis quelques heures, quelques jours, je ne sais pas si c'est une tendance qui se dessine, mais on voit un dollar un peu moins fort. Néanmoins, qu'est-ce que ça a coûté à certains États et à certains gouvernements? Je pense notamment au Japon. J'ai lu, je crois que d'ailleurs, ils ne veulent pas trop confirmer les dernières interventions qu'il y a pu y avoir. Mais certains estiment que le Japon, le ministère japonais des Finances, avec la Banque du Japon, a peut-être dépensé jusqu'à 40 milliards de dollars pour freiner la chute du yen, avec un succès qui peut paraître mitigé. Je vous passe la parole à ce sujet, Delphine. Oui, là, ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est surtout qu'on est passé d'un playbook restriction monétaire à un playbook vers la récession. Et dans ces cas-là, en fait, ce qui était pression haussière sur les taux et pression haussière sur le dollar, ça va avec, est en train très récemment de s'estomper et donc ça fait un vrai soutien à certaines devises depuis quelques jours. Je dirais autant que l'intervention de la Banque centrale japonaise. Ce qu'on a entendu, c'est qu'elle était intervenue pour 20 milliards en septembre et que là, elle aurait fait plus cette fois-ci. Donc vous voyez qu'en fait, c'est un jeu difficile parce que le plus elle agit, le plus elle va devoir agir la prochaine fois. Et pour un résultat qui est moins bon que la dernière fois. Ça met nous. Et alors, ça met nous. En fait, le souci qu'ont les banques centrales, et ça a été théorisé par Mundell et Fleming dans les années 50, c'est que vous avez un triangle d'incompatibilité dans vos objectifs. Vous pouvez pas, une banque centrale ne peut pas à la fois stabiliser ses changes, à la fois prévenir de la fuite des capitaux et à la fois s'occuper de sa politique interne qui est réduire l'inflation quand il y en a et soutenir la croissance quand il en manque. C'est incompatible ces trois choses. Donc là, en fait, les banques centrales autres que, que la Fed sont focalisées sur défendre leurs devises. Et on parle du Japon, on pourrait parler du UK récemment, de la zone euro, de la BCE. La BCE, elle n'a pas tant que ça envie d'augmenter ses taux. Elle fait juste un accompagnement un peu contraint pour éviter que l'euro se déprécie trop. Et c'est ce que fait également le Japon. Mais comme le Japon ne veut pas bouger sur les taux, il est obligé de le faire par des interventions. Et qu'est-ce qu'il fait quand il intervient, le Japon ? En fait, il vend des obligations d'État.
Donc, quand ils vendent des obligations d'État américaines, ça fait monter les taux américains. Du coup, ça fait une fuite des capitaux, un attrait pour le 2 ans américain. C'est fabuleux. Vous pouvez aujourd'hui acheter du taux 4,50, 4,60 le 2 ans alors, c'est américain. un peu baissé, mais vous pouviez l'acheter à 4,50. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 4,20, 4,40. Et en plus, vous l'achetez avec un euro à parité, donc c'est encore mieux qu'avant. Du coup, cette fuite de capitaux vers les obligations américaines renforce encore le dollar. Et là, vous êtes dans la boucle et vous devez à nouveau réintervenir. Le seul salut pour la BOJ, et également, on pourrait parler Singapour, Hong Kong, qui eux ont des monnaies pégées au dollar. Le seul salut, c'est un pivot de la Fed. Et alors, pour ce pivot de la Fed, on a essayé de se mettre dans la feuille de route de la Fed et de regarder ce qu'elle regarde aussi. Son tableau de bord, ses indicateurs clés du moment. C'est KPI du moment. Et alors, les KPI du moment, pour savoir quand est-ce qu'elle va pivoter et pour quelles raisons, on va avoir le 28 octobre prochain, on va avoir le PCE et notamment le core PCE. Ça, on sait que c'est un indicateur phare. Je vous l'ai dit, il y a pas mal d'indicateurs qui nous laissent penser que tout ce qui poussait en fait ce core PCE, on était à 0,7, à 0,6 pardon, sur un mois, ce qui faisait un rythme annualisé à 7. Ce sont les loyers, les voitures neuves. Et quand on voit les voitures d'occasion, on se dit que ça va se calmer. C'était de l'énergie, notamment les factures d'électricité et de gaz des citoyens américains. Et en fait, ce corps PCE, on ne pense pas qu'il va surprendre positivement tout de suite, mais en tout cas, on a la bonne trajectoire. Et le deuxième point, c'est le marché du travail. Il faut que ça se calme aussi, c'est dans sa feuille de route. Là, Boulard nous donne un indicateur donné par la Fed de Kansas. Cet indicateur, il nous dit on aurait dû réagir en mars 2021. Donc, on ne l'a pas fait. Donc, on va tarder à réagir. C'est un indicateur sur les conditions du marché de l'emploi, les quit jobs, le participation rate. On a du mieux, mais sauf qu'il va falloir que ça se détériore et qu'on rentre dans le rouge pour qu'elle intervienne. Parce qu'on est parti trop tard, il faudra peut-être qu'il y ait un peu plus de dégradation que nécessaire sur ce marché du travail américain. Et exactement. Et alors, le troisième indicateur, c'est Powell qui nous l'a donné. Lui, il veut voir un ratio job opening sur unemployment, donc un marché du travail qui se détériore fortement. Il le veut à 1. On est à 2, enfin proche de 2 toujours. On n'est pas très loin de 2. Et pareil, on est en repli, c'est bien, on va vers la bonne trajectoire, mais on n'y est pas encore. Bon, patience alors. C'est ça, on voit les éléments se mettre en place, il faut que ça se réalise dans les chiffres. On a passé le pire du Fed hawkishness selon nous, mais on n'a pas fini le chemin. Merci beaucoup, merci à vous deux et Delphine Arnaud qui était avec nous en plateau, gérante multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management.